à s'emparer de ce sujet-là il y a quelques années en créant le premier rapport sur le e-sport en France. Et c'était intéressant de se dire que voilà, il y a un sujet, voilà, comment on met à disposition, comment on encadre, comment on régule tout ça. Donc la transition nous amène à inviter donc Loïse sur scène pour échanger. Loïse Lyonnais donc pour échanger autour des acteurs, voilà, des pouvoirs publics et comment ils peuvent impacter sur le jeu vidéo. Donc Loïse, vous êtes chargée donc des collectivités locales et de la culture au Sénat. Vous êtes aussi l'autrice alors de ce rapport qui a fait date, qui est assez intéressant sur la French Touch, qui a en tout cas été voilà, qui replace le politique au cœur du jeu vidéo et qui montre que voilà, il y a un intérêt fort. Vous avez aussi publié un dernier article dans la Gazette des communes. Alors là, elle a tout ce qu'il faut pour montrer la légitimité locale. Donc c'est intéressant de se dire voilà, il y a vraiment une volonté des pouvoirs publics, ou en tout cas quelque chose qui est en train de se produire à nouveau, un intérêt manifeste pour le jeu vidéo. Moi, j'aurais peut-être une question. Pourquoi vous avez fait ça au Sénat? Qu'est-ce qui vous a amené à vous y intéresser à ce sujet? Oui, alors c'est bon, le micro fonctionne. Effectivement, tout à l'heure, vous utilisiez, on peut se tutoyer, peut-être que c'est plus simple. Tu utilisais le terme un peu magique quand on travaille au niveau politique public, c'est la notion d'écosystème. Effectivement, le rapport là que tu présentais tout à l'heure, qui a été publié à la Fondation pour l'innovation politique, c'était un rapport que j'ai fait avec un chercheur. C'est un travail d'une année entière qui a permis de rencontrer des dizaines et des dizaines de personnes aussi passionnées que passionnantes de l'industrie, avec divers métiers, tous les métiers qui sont liés aux jeux vidéo finalement. On en parlait tout à l'heure, il y a une très très grande diversité de talents français qui sont impliqués dans cette industrie-là. Et en fait, quand on s'intéresse à l'industrie du jeu vidéo en travaillant plutôt du côté public ou politique, moi je travaille effectivement au Sénat, il y a une chose qui saute aux yeux immédiatement. Je trouve que c'est une sorte de grand paradoxe, parce qu'on a effectivement une industrie française très puissante, qui est à la fois, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, à la fois éminemment technologique, créative, culturelle, etc. Une industrie qui permet de rassembler beaucoup de talents dans toute la France autour de grands pôles territoriaux. On en parlera sûrement tout à l'heure. Et à côté de ça, il y a une sorte de désamour, serait un peu un terme trop fort, mais en tout cas, il y a une méconnaissance certaine de la part des acteurs publics et politiques quand on s'intéresse à cette industrie. Donc voilà, d'où l'intérêt de ce rapport. Et ce rapport, justement, ça a changé un peu leur regard. Ça commence à... J'espère y participer, en tout cas modestement. Mais ce qui est sûr, voilà, c'est que qu'il y ait ce type d'événement aujourd'hui, par exemple, déjà, je trouve que c'est un excellent signe. La NCT, surtout, voilà, qui est présente un peu partout. Dans une fonction précédente, c'était un interlocuteur régulier. Donc voilà, très ravi qu'on puisse en parler aujourd'hui. Très bien. Et dans ton rapport, est-ce que tu as vu des particularités de l'écosystème français, des relations et les territoires? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, sur ce sujet? Effectivement, on sait, on a vu tout à l'heure un grand talent français, un grand acteur évidemment. On sait qu'en France, il y a un jeu vidéo un peu typiquement français, qui a parfois été appelé sous le terme French Touch, qu'on date à peu près, enfin tu connais ça très bien, fin des années 80, début 90, et qui caractérisait souvent des jeux qui sont très bien faits, avec une dimension narrative très forte, etc., et qui en général ne coûtaient pas grand-chose à produire. Donc ça, c'était vraiment une chose très importante qui fait qu'aujourd'hui la France, avec aussi la Grande-Bretagne, mais la France est vraiment un pilier, un peu le berceau du jeu vidéo en Europe. Donc ça, on peut en être vraiment très très fiers. Donc ça, c'était un point effectivement important. Et avec d'ailleurs une culture de l'image et de la BD qui a beaucoup influencé. On pense notamment à l'époque Infogrames, cette période-là où le monde de la BD s'est intéressé au monde du jeu vidéo. Mais comme le monde du mangaka s'est intéressé au jeu vidéo au Japon, donc il y a vraiment aussi déjà des circulations de créatifs. Et est-ce que justement on est quand même face au premier loisir des Français. Est-ce que c'est perçu de manière particulière par les autorités publiques ou par les différents acteurs? Est-ce que tu as ressenti une envie de partager c'est quoi la situation, la mentale, psychologique? En tout cas, nous, ce qu'on a pu voir en travaillant sur ce sujet, c'est qu'effectivement, c'était très bien présenté tout à l'heure avec les études du SNJV et du CEL. On parle de chiffres complètement délirants, 5,5 milliards de chiffre d'affaires, etc. Et à côté de ça, il y a des petites phrases parfois ou le fait de mettre un peu cette politique, soit de mal la connaître comme on disait ou de la mettre de côté.
Ça passe également tout simplement par le fait de pas forcément l'intégrer à des grandes réflexions. Je sais pas si vous avez certains absolument, mais peut-être pas tous, entendu parler de France 2030, qui est vraiment un grand plan d'investissement de la France, qui est proposé par le SGPI, enfin voilà, qui est vraiment un point structurant avec beaucoup de crédits. Et il faut reconnaître qu'au tout début, le jeu vidéo n'était même pas mentionné. Bon, ça a changé depuis, tant mieux, grâce à la mobilisation de toute l'industrie et des acteurs. Mais c'était pas présenté. Pareil, récemment, il y a eu le ministère de la Culture qui a annoncé un grand groupe de travail collectif qui va absolument être passionnant sur la question de l'intelligence artificielle et de toutes les conséquences que ça aura dans les différents secteurs. Et il n'y a pas, parmi les spécialistes, de vraiment représentants du jeu vidéo. Donc ça passe aussi par là. On voit parfois qu'il y a un peu une mise à l'écart, ce qui est vraiment dommage, mais qui change, bien sûr. Tout simplement aussi, et tu le disais très bien, par les questions d'âge. On sait aujourd'hui que des anciens gamers commencent peut-être à être élus locaux ou à travailler tout simplement et à pouvoir mieux défendre auprès des acteurs avec qui ils travaillent cette industrie. Donc ça change beaucoup. Donc on voit effectivement une évolution du regard des élus. Qui passe aussi par exemple par des grandes figures, hein, député Masseglia, il y a un groupe d'études jeux vidéo à l'Assemblée nationale, pas encore au Sénat, mais j'espère que ça viendra prochainement. Il y a du travail à faire là-dessus. Mais voilà, effectivement, il y a des figures qui sortent, etc., et qui permettent de faire avancer les choses. Merci, effectivement, la question d'âge est intéressante. De plus en plus de décideurs sont des anciens joueurs. Non, moi, ça m'étonne, j'ai pas eu la chance de jouer avec les membres du gouvernement dans ma jeunesse. On faisait les mêmes études, mais pourtant, on s'est pas affronté sur Mario Kart. Mais c'est un marqueur. Je pense que là, il y aura des inimitiés qui vont naître de parties de Street Fighter ratées qui expliqueront la question politique. Donc là, vous dites dans l'étude, notamment dans la Gazette aussi, que les élus ont un rôle à jouer. Les élus locaux notamment, c'est vrai qu'on a commencé à évoquer cela. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ? Avec plaisir. Donc ça, c'était vraiment un sujet phare. Moi, c'est ça qui m'intéressait et c'est ce que je voulais démontrer dans l'étude qu'on a publiée, qui d'ailleurs est absolument accessible en ligne gratuitement, très facilement sur le site de la Fondation. Tout simplement, tout à l'heure, tu mentionnais le jeu Dordogne. Donc déjà, il y a une chose très importante à montrer, c'est que les élus ont intérêt à se saisir de cette politique, parce que le jeu vidéo et toute l'industrie est vraiment un formidable vecteur d'attractivité pour les territoires. Donc ça, c'est un point vraiment essentiel et qui est pas toujours perçu immédiatement. Et après, évidemment, donc nous, on a fait toute une série de possibilités. Donc le jeu vidéo Dordogne, par exemple, permet magnifiquement, vous connaissez tous, de présenter le territoire, de diffuser tout simplement une culture française, une manière de vivre et la beauté de nos paysages. Donc ça, c'est un point bien sûr essentiel. Et après, les élus locaux, donc vous savez très bien qu'il y a les différentes strates d'organisation territoriale. Les régions, bien sûr, étant donné qu'elles s'occupent du développement économique, sont un peu l'acteur phare pour soutenir localement l'industrie du jeu vidéo, les studios, etc. Mais après, au niveau vraiment local, micro-local, les élus locaux, et il y a des exemples vraiment pertinents en France actuellement, peuvent permettre de soutenir l'industrie par différents leviers, très simples parfois. Ça peut passer de mettre à disposition des locaux avec du matériel, etc. Ça peut passer par inclure les acteurs locaux de l'industrie du jeu vidéo à des réunions et à désenclaver finalement cette industrie pour permettre de rencontrer d'autres acteurs, d'autres industries numériques, culturelles, etc. qui sont proches. Donc ça, c'est un point essentiel. Il y a la formation, enfin, il y a plein d'enjeux complètement essentiels qui sont recentrés dans l'industrie. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et justement, sur la formation, tu as peut-être quelque chose à rajouter un peu plus. On a évoqué les différentes écoles qui existent. Je sais qu'à Bordeaux, par exemple, parce qu'on est à Bordeaux, il y en existe. Il y en a sur tout le territoire, des écoles. Est-ce que c'est un sujet qui est pris à cœur par les autorités locales ? Est-ce que c'est quelque chose qui se développe ? Alors, bien sûr, on a des grandes écoles publiques qui sont très réputées. On a également des écoles privées qui se développent de plus en plus assez rapidement. Je pense d'ailleurs une qui va ouvrir bientôt à Bordeaux, il me semble, qui permet de lier à la fois le jeu vidéo, la cybersécurité. Enfin voilà, ça c'est intéressant encore une fois pour désenclaver, lier tous ces talents sur des différents sujets qui sont vraiment essentiels pour le développement du pays, tout simplement. Et ensuite, il y a ce sujet des écoles privées qui sont pas forcément abordables pour tout le monde. Donc on peut espérer que dans les années à venir, les universités, les acteurs publics de l'éducation tout simplement, puissent se saisir davantage de l'industrie, proposer davantage de formations, faire des liens, etc. Et après, comme tu disais très bien tout à l'heure,
le sujet aussi essentiel, c'est la question de la formation continue. Donc tout au long de l'activité des personnes, étant donné que c'est une industrie qui est directement liée aux évolutions technologiques, qui est en avance, etc., c'est essentiel de pouvoir continuer à se former tout au long de la carrière et aussi faire des passerelles de personnes qui permettraient de se reconvertir dans l'industrie, etc. Donc ça, c'est des sujets vraiment de travail qui doivent être pris au sérieux par les pouvoirs publics. Ok, effectivement, c'est un gros sujet. Tu évoquais les enjeux technologiques, notamment l'IA, que tu as évoqué tout à l'heure. Tu penses que c'est un point qu'il faut absolument qu'on appelle le rapporteur à la commission? Il s'avère que je partage son cours avec lui à Dauphine, donc je vais lui dire. Très bien. C'est honteux, c'est pas bien. Effectivement, ça c'est un sujet qui inquiète un peu partout au Sénat comme ailleurs. Enfin, c'est un sujet qui remonte, qui inquiète dans tous les secteurs, qui permet évidemment des choses passionnantes dans l'industrie du jeu vidéo, en rendant des jeux peut-être plus immersifs. Il y a aussi la question de réduire les coûts. Donc certains s'inquiètent pour leurs emplois, sûrement à juste titre. On sait qu'il y a parfois déjà dans des studios des personnes en freelance notamment qui sont pas forcément reprises. Mais après, si on a une vision très optimiste, on peut se penser à Schumpeter, qu'il y aura peut-être des nouvelles créations d'autres métiers. Ça, c'est une chose. Après, il y a d'autres acteurs qui ont une autre manière de voir les choses. Par exemple, j'ai échangé récemment avec un chercheur qui s'appelle Thomas Paris, et selon qui il est possible que finalement toutes ces évolutions réorganisent totalement le marché en divisant soit à l'échelle d'un pays, soit à l'échelle tout simplement internationale, en divisant des acteurs qui vont miser essentiellement sur l'IA pour faire beaucoup de jeux à très bas coût, pas forcément avec une patte particulière, et d'un autre côté, au contraire, des acteurs ou des pays qui vont se spécialiser dans des jeux beaucoup plus léchés, entre guillemets, avec une vraie dimension culturelle et de beauté, de diversité. Donc ça ouvre beaucoup de perspectives à suivre. Mais effectivement, ce qui est intéressant, on a pu le voir aussi avec les présentations de Anne et Julien, c'est le nombre de personnes mobilisées. Donc c'est autant presque d'IA, donc ça devient compliqué quand on est sur un niveau de création aussi important. Par contre, sur l'automatisation de tâches, sur l'optimisation, sur les tests, c'est sûr qu'il y a des évolutions certaines. Merci beaucoup, Louise. Merci beaucoup.